Salut Patrick, c'est le septième épisode de FI 15 l'hebdo et nous sommes aujourd'hui le 8 février 2019. Oui, bonjour Jocelyn, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on va essayer de faire un peu plus courte, deux petites nouvelles, une sur Mediapart et une sur Benalla. Ensuite je vous parlerai d'un article que j'ai relevé dans Le Monde Diplo qui semble intéressant, qui n'est pas pour l'instant d'actualité mais qui pourrait malheureusement peut-être le devenir, vous verrez. Donc j'ai appelé ça nos amis les intelligents mais d'outre-Manche. Comme vous le savez, nous avons nos intelligents ici en France avec M. Macron et eux-mêmes, nos amis anglais, ont leurs intelligents et on va voir ce que leurs intelligents sont capables de faire. Et puis après on terminera avec un article dont on mettra toutes les coordonnées en fin d'émission, enfin c'est Jocelyn qui les mettra. C'est un article dans Le Monde qui est sorti et c'est une interview d'un écrivain et avocat proche de M. Macron, un ami même qui l'a aidé je crois dans sa campagne, et qui s'appelle François Sureau et qui est farouchement contre cette fameuse loi anti-casseurs qu'il considère comme une loi scélérate, liberticide. Vous verrez, je vous en parle. Alors, Mediapart. Nous sommes donc tout à fait solidaires de Mediapart qui fait son travail, comme nous sommes solidaires de la presse, même si elle nous est opposée, parce que c'est comme ça, c'est la liberté de la presse et la chose sans doute la plus essentielle dans toute démocratie, autrement ce ne sont plus des démocraties. Alors par contre, Mediapart, on a un petit reproche à leur faire, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher une fois ou deux par semaine d'avoir des petites piques, voire des propos tout à fait désagréables et agressifs envers la France insoumise, et notamment M. Mauduit et M. Plenel, qui sont les deux, ils ne sont pas les seuls, mais ils sont deux principaux fondateurs de Mediapart. M. Mauduit, l'autre jour, qui s'expliquait sur les histoires de perquisition, faisait comme ça aimablement une petite comparaison avec le régime du Second Empire, qui, pour ceux qui ne le savaient pas, était un régime particulièrement dur et qui a réduit les droits de la presse, qui a empêché les gens de manifester. Enfin, ça a été un régime particulièrement odieux. Donc il parlait de ce régime avec donc Napoléon III, etc., qu'on appelait Napoléon Petit, et hop, ça c'était fort sympathique. Moi je pense qu'il a raison, on est en train de s'approcher de ces choses-là, mais à la fin, il n'a pas pu s'empêcher de parler donc des gens qui, soi-disant, avaient une forte haine contre les journalistes, et allons-y contre Mélenchon, etc. En enlevant tout le contexte du propos dans lequel il était tenu, à quel type de journaliste Jean-Luc Mélenchon s'était adressé, et en oubliant tout à fait cette histoire. Et pour la petite histoire, rappelons que quand même, M. Mauduit peut faire la leçon à la France insoumise, mais qu'avec son comparse Mediapart, avec leur comparse Libération, ont quand même, au moment de l'élection de M. Macron, insisté pour qu'on vote M. Macron. D'ailleurs, souvenez-vous de la une de Libération, c'était « Votez pour qui vous voulez, mais votez pour Macron ». Quant à chez Mediapart, je ne me souviens plus exactement de la formule, mais il y avait à peu près la même. Donc on peut se demander où se trouve cette fameuse gauche qu'ils considèrent, continue de vouloir défendre, par rapport à une gauche, ou en tout cas ce que peuvent représenter les insoumis. Donc Mediapart, on les soutient, c'est très important que ça vive et que ça existe, mais un petit peu de modestie et puis qu'ils balaient aussi un tout petit peu devant leur porte. Voilà, ça c'est pour Mediapart. La saison 3 de Benalla. Oui, alors là, bon, saison 3, il y en a, on ne sait pas combien il y aura de saisons. Encore une fois, c'est pas une très bonne série française, mais que veut-on, c'est comme ça. Oui, effectivement, donc, après avoir effectué beaucoup de mensonges, de parjures, nos deux barbouzes favoris, c'est-à-dire M. Benalla et M. Kras, sont toujours en goguette. C'est-à-dire que, pour l'instant, donc, il y a une information qui a été portée contre M. Benalla, mais M. Benalla est toujours, évidemment, lui-même en pleine liberté. Monsieur Graz aussi, même si on vient d'apprendre, ça c'était hier, le 7, dans Mediapart justement, que le parquet national financier a ouvert une enquête pour corruption sur le contrat de sécurité signé avec l'oligarque russe
russe, M. Iskander. Bon, donc ça veut dire que ça commence un petit peu à bouger, mais qu'il y a une enquête simplement, mais que pendant ce temps-là, M. Benalla est tout à fait capable d'aller à droite et à gauche sans aucune difficulté. On peut rappeler à ce propos en comparaison de vous vous souvenez de ce monsieur qui était un boxeur gitan, donc qui avait été quand même assez méprisé par monsieur le président de la République. Christophe Tétinger. D'ailleurs, Tétinger, c'était... Détinger. C'est pas le champagne. C'est pas Tétinger. C'est dommage parce que ça aurait été plus simple pour lui. Bon, pour une infraction bien plus anodine que tout ce qu'on peut reprocher, suspecter et montrer de M. Benalla et de M. Kras, a été jugé en comparution immédiate. Il est incarcéré. Alors, il est incarcéré depuis le 9 janvier et il attend de passer en jugement le 13 février. Voilà, donc ça fera jamais que 5 semaines. Il est là, il est donc suspecté de violence envers la police nationale, mais il y aura un jugement, il faudra voir comment les choses se sont passées. Voilà, donc, pour reprendre le vieil adage, selon que vous serez puissant ou misérable, rien n'est changé. Donc on peut reprendre donc aussi à la suite, après cette histoire donc, du parquet national financier, donc ce qu'on a appris hier le 7, qu'aujourd'hui le 8, nous apprenons que la responsable du GSPM, c'est donc Jocelyn, tu m'avais dit exactement... C'est le service de sécurité auprès du protection du Premier ministre. La responsable, elle est soupçonnée évidemment. Donc elle a donné sa démission, c'est bien ça? Oui, tout à fait, hier. Et d'être liée à une conversation entre M. Benalla et M. Kras par l'intermédiaire de son conjoint, qui s'appelle M. Chokri Wakrim, dont on a tout petit peu entendu parler pour l'instant. On ne sait pas, et que ce monsieur exerce les fonctions militaires et qu'il est suspendu. Donc on est en train de s'apercevoir que de tout ce cloaque, il y a des bulles de plus en plus grosses qui sont en train comme dans une espèce de chaudron, et que ça va finalement finir par quand même éclater au visage. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi, ça sent la mauvaise soupe surtout, je trouve. Donc à suivre sur le Benalla, saison 3, 4, 5, etc. On espère, pour revenir un peu sérieux, que tout ceci quand même sera pris tout à fait au sérieux, et que peut-être quand même l'Élysée sera obligé de faire quelques concessions face à tout ceci, parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait comme une sorte d'impunité qui serait là et qui permettrait à ce monsieur Benalla de commettre autant d'erreurs, de se moquer, d'être, je répète, parjure, menteur et tout ce que l'on veut. Une justice à deux vitesses, clairement. Une justice à deux vitesses, mais surtout, on peut s'imaginer, on peut se demander, à part un peu de mégalomanie de sa part, ça c'est certain, comment est-ce qu'il peut croire qu'il est à ce point protégé. Donc, il y a quelque chose là qui sera à trouver, en dehors des affaires bien précises qui concernent la police et les bureaux financiers. Ça a dû beaucoup intéresser la commission au Sénat, en tout cas. Monsieur Philippe Bas a dû sursauter en... Monsieur Philippe Bas, il doit être, je ne crois pas aux anges, parce qu'il est très agacé par tout ça. Alors on attend, on verra, ça fera partie d'une des prochaines interventions. Donc nous sommes le 7 février. Le 8 février. Le 8 février, donc dans 5-6 semaines, nous aurons le compte-rendu du Sénat. On ne sait pas ce qui va s'en dire. Peut-être, il n'est pas interdit de penser que même que M. Benalla soit à nouveau convoqué, puisque nous sommes le 8 et que les sénateurs avaient décidé de rendre les conclusions de leur enquête, pas de leur enquête, de leur rapport. Leur rapport vers la fin mars. Voilà, bon, on verra bien. On va partir maintenant outre-Manche ? Oui, outre-Manche, parce que outre-Manche, donc comme je le disais tout à l'heure, eh bien ils ont aussi leurs intelligents. Nous, on a nos intelligents, c'est-à-dire c'est En Marche, ce sont des gens qui viennent et qui cassent tout, qui refont tout, parce que tout ce qui s'est produit avant eux est complètement nul et non avenu. Donc comme ce sont des gens intelligents, ils vont savoir quoi faire, et on en voit d'ailleurs déjà les résultats. Mais la France, elle est toujours un tout petit peu en décalage par rapport aux pays anglo-saxons, et les Anglais, ils ont déjà eu leurs intelligents. Donc, ils ont eu surtout leur Premier ministre, qui était monsieur... Pas avant Theresa May,
monsieur, j'ai oublié son nom. Cameron? Oui, voilà, et monsieur David Cameron qui avait fait, qui disait au cours de sa campagne, coupons les allocations à ceux qui refusent de travailler. Ce dirigeant conservateur. Lors de sa campagne victorieuse, il a été Premier ministre donc en 2010. Il a donc été Premier ministre jusqu'au vote sur le Brexit qu'il avait provoqué, c'est-à-dire il avait provoqué un référendum. Il a perdu ce référendum, donc il a été obligé de démissionner, laissant par la suite à Madame Theresa May la possibilité d'en faire quelque chose, mais ça, ceci est une autre histoire. Donc revenons là-dessus. Là-dessus, c'est quoi? C'est sur l'idée que les Anglais, les intelligents anglais, ont déjà mis au point, depuis 2013, et très progressivement, c'est maintenant, je crois, totalement généralisé, une sorte d'allocation. Ils appellent ça très exactement, je vais vous le dire, excusez-moi. Ils appellent ça un crédit universel. Enfin bon, c'est l'idée du revenu universel ou du revenu de base qui, par la même occasion, supprime des allocations. En Angleterre, ils ont supprimé 6 allocations, dont je vous donnerai le détail un peu plus loin, pour faire ce revenu de base, ce revenu de base est à quelque chose comme à peu près la valeur de 600 ou 700 euros seulement, ce qui est très très peu. Et ceci a eu pour effet de transformer donc les gens qui étaient en grande difficulté, qui étaient dans une pauvreté extrême, les plonger dans la misère. Voilà. Donc je voulais vous parler de cet article. C'est un article qui est paru dans le numéro de janvier du Monde International. Du Monde diplomatique, pardon. On vous mettra les références avec... en description, on mettra en ça. description, oui. On pourra même mettre le document en PDF si vous le désirez. Et cet article, même si pour l'instant nous ne parlons pas de revenu universel et de revenu de base, où il y a d'autres types de mentions, c'est un peu différent, mais c'est quelque chose qui est en train de revenir à la surface. Et j'en parle parce que il y a une sorte d'inquiétude quand même, c'est quelque chose qui revient et qui, pour certains gens de gauche, et y compris chez nous, certains insoumis, on peut tout à fait le comprendre sur le principe au départ, semble être une très très bonne idée, et une idée sociale. Or en fait l'expérience, il faut aussi regarder les expériences ailleurs évidemment. Moi j'aurais tendance à penser que c'est pas une si bonne idée, mais en tout cas il faut pouvoir en parler. Le but de ce que je vais dire à la suite n'est pas de le condamner, mais de dire attention, take care, c'est le moment de le dire. Regardons un peu les dégâts de ce que ça a pu faire en Angleterre avant de s'y plonger. En tout cas regardons tout. C'est comme pour l'histoire de la SNCF. On pourrait regarder ça de cette façon-là, c'est-à-dire ce qui a été expérimenté auparavant. Regardons donc ce que ça a donné. Alors ça donne quoi cette petite chose? Ça veut dire que donc maintenant tous les habitants, alors j'ai plus le nombre de personnes, mais c'est plusieurs millions de personnes d'anglais qui bénéficient donc de cette allocation unique. Ça s'appelle un crédit universel en fait. Et bien tous ces gens-là maintenant vont faire donc leurs courses dans les supermarchés alimentaires spécialisés dans les rabais. Bon, ça c'est un truc qui existe déjà un petit peu en France, mais qui s'est tout à fait développé. Et il y a beaucoup de boutiques qui sont développées où tout coûte simplement 1 pound, c'est-à-dire une livre sterling, un peu plus de 1 euro. Alors pour les vêtements et les accessoires, les habitants s'adressent aux boutiques de charité, comme celle de l'Armée du Salut. Alors ça c'est pour les vêtements et les accessoires, c'est-à-dire que les gens finalement ne font avec cette allocation que de se nourrir et de payer un peu leur chauffage et conserver leur logement lorsqu'ils le peuvent. Pour tout ce qui est les hypermarchés, t'en as cité quelques-uns là. C'est l'Armée du Salut. Alors il y a des hypermarchés qui s'appellent, alors c'est très amusant puisque comme tout coûte une livre, donc 1 pound, donc il y a Poundland, Pound Thresher, Pound World, voilà. Et en fait, ces hypermarchés vendent des produits qui sont mis au clou par des gens qui sont désargentés, donc des gens qui sont un peu moins dans la misère que ceux qui y viennent,
ou des gens qui veulent vendre tout simplement, comme on disait auparavant, aller chez ma tante, mettre au clou donc des objets pour très peu de sous. Ces hypermarchés-là, voilà ce qu'ils vendent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le vendent donc très peu cher, mais comme les gens n'ont pas d'argent, ils viennent les chercher, et donc ça donne, et ils le prennent, ils achètent par exemple, ils ont un réfrigérateur qui tombe en panne, pour ceux qui peuvent encore remplir un peu leur réfrigérateur, donc ils sont obligés d'en acheter un autre, parce qu'on ne peut pas faire autrement, aujourd'hui en tout cas, et ils vont trouver un réfrigérateur qui par exemple coûte 200 €, voilà. Très bien, ils vont l'acheter, mais comme ils n'ont pas suffisamment d'argent pour le payer tout de suite, ou même le prendre dans un crédit dit classique, ils le prennent sur une durée extrêmement longue. Parfois, suivant les objets, ils payent soit tous les jours un petit peu, 1 € ou 2 €, ou soit ils peuvent payer à la semaine ou au mois. C'est-à-dire que ça fait donc des crédits qui sont calculés, donc il y a un taux, et ça devient un taux d'usure. Donc il y a des gens qui peuvent, par exemple, j'avais noté, voilà, un lave-linge, ils ont pris le cas dans l'article, un lave-linge qui coûtait très exactement 206 €, voilà. Eh bien, ce lave-linge est revenu pour la personne qui l'a acheté 206 € à 535 €. Ça fait une belle culbute. Voilà, parce qu'il avait pris des traites de 3,40 € par semaine, sur 156 semaines, soit sur 3 ans. C'est-à-dire que quand vous preniez, aujourd'hui, si vous prenez un crédit sur 3 ans, parce que vous avez des moyens, parce que vous pouvez avoir vous êtes couvert, vous avez une solvabilité, très exactement, vous pouvez prendre un crédit. Un crédit sur 200 € en 3 ans, ça ne va pas vous revenir 535 €. À vue de nez comme ça vous revient à 230, même pas 250 sur 3 ans. Les spécialistes regarderont avec leur calculette, mais c'est à peu près ça. Là, c'est tout simplement le double. Et ça s'applique à des gens qui sont déjà dans la misère. Alors, j'avais le cas d'une télévision, je ne vais pas vous faire le même schéma. À 374 € la télévision, voilà. Et 890 quand même. Et voilà, alors vous allez me dire, les gens pauvres ne sont pas obligés de s'acheter une télévision. Effectivement, hein, il ferait mieux de lire, de s'instruire, et ils seraient moins pauvres. C'est vrai, vous avez raison. Bon, enfin, en même temps, ils ont des enfants, donc ils veulent être comme les camarades, avoir une télévision. Pour ceux qui ont des enfants et qui connaissent bien la pression que fait les enfants sur les parents pour avoir des télévisions, des jeux vidéo et tutti quanti, et maintenant donc des téléphones portables, ils savent de quoi je parle. Alors, donc, cette chaîne, elle est très prospère, cette chaîne de différents magasins, là. Il y a 270, c'est pas rien, magasins dans tout le Royaume-Uni. Voilà. C'est Bright House. Bright House. Oui, cette chaîne s'appelle Bright House. Voilà. À recommander, donc. Voilà. Donc, je ne sais pas comment, si jamais ça venait en France, comment on pourrait l'appeler. Ce serait la maison qui casse tout, je ne sais pas quoi. Alors à cela, donc. La généralisation des contrats 0 heure. Voilà, il y a donc cette fameuse généralisation des contrats 0 heure. Alors quand on parle de ça, ou on se dit en France, mais comment une chose pareille peut exister? Il y a des contrats 0 heure, ou des contrats où les gens sont payés 1 € de l'heure, mais enfin, par mois, comme en Allemagne, et on se demande comment ça se passe. Alors, ce crédit universel, qui donc, au passage, donc, a regroupé les allocations chômage, ce qui est quand même pas rien, l'aide au logement, nos fameux APL, les pensions d'invalidité, ce qui n'est strictement pas rien quand on connaît quelles sont les difficultés des gens qui sont en invalidité forte dans un pays, combien elles ont besoin d'être aidées, les allocations familiales, hein, et puis, donc j'ai parlé du logement, bon voilà, j'en ai oublié une, ça fait rien, je la retrouverai peut-être un peu plus loin. Enfin, voilà, donc on a regroupé tout ça sous une seule donc, allocation. Alors cette allocation, elle est versée, mais à condition que elle est comptabilisée en nombre d'heures, finalement, comme si vous avez le droit à une allocation en nombre d'heures donc travaillées. Je crois que la moyenne en Angleterre est aujourd'hui à 36 heures. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez cette allocation, ce crédit qui vous est donné, ça comprend la moitié, par exemple, on va dire 18 heures.
vous devez, si l'organisme de chômage qui dispense cette allocation vous demande, vous devez aller fournir des heures gratuitement dans des sociétés. Alors ce sont généralement des sociétés de services. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est quand même la fondation McDonald's qui a mis ça au point en Angleterre. Tout le monde a trouvé ça très très bien, surtout les financiers. Et donc ça s'est totalement généralisé. Donc les gens sont prévenus au dernier moment. On leur dit, il faut que vous veniez aujourd'hui, on a besoin de vous pendant 4 heures. C'est à 30 km d'ici, c'est dans une chaîne de magasins, c'est chez McDo, chez je ne sais pas quoi. Vous devez venir. Si vous ne venez pas, vous risquez de voir votre allocation suspendue ou en tout cas rognée. L'autre chose aussi, c'est que pendant les heures où vous ne travaillez donc pas, vous devez prouver que vous cherchez du travail. C'est-à-dire que c'est une espèce de machinerie qui rend les gens complètement fous, incapables de raisonner, incapables de faire face, et qui les entraîne dans une faiblesse psychologique qui fait qu'ils sont aussi totalement assujettis par la machinerie commerciale dont nous parlions précédemment. Pour petit exemple, pour ceux qui ont eu la chance de voir le film qui, je ne sais pas s'il est toujours à l'affiche, mais en tout cas je crois qu'on peut se le procurer rapidement. Sur Internet. Oui. Sur Internet, un film de Ken Loach, qui a fait un film qui a 3 ou 4 ans, je ne sais plus bien exactement, qui s'appelle Daniel Blake, B-L-A-K-E. En fait, c'est l'histoire d'un de ces chômeurs qui a perdu son emploi, qui a pris un petit peu d'âge, qui n'est pas tout à fait en âge d'être à la retraite, et qui se trouve pris dans toute cette histoire que je suis en train de raconter. Et on y voit très bien de la façon dont il est malmené, et surtout ce qu'on y voit, c'est qu'il est prêt de craquer. Et si jamais il craque et qu'il envoie tout bouler, évidemment, il perd son allocation chômage. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. Bien, je veux faire appel. Vous devez postuler en ligne, monsieur. J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non. Pas comme ça? Non, pas comme ça. Je me vois tourner en rond sans avancer. Je vous demande de vous en aller, ça suffit. Ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie. C'est vous qui faites une scène, d'accord? Nom de Dieu! Que je fasse Qui est le prochain à passer? C'est moi. Ça vous dérange si cette jeune mère s'inscrit avant vous? Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prier de sortir tout de suite. Chômage. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Ça, c'est ce que je lis dans l'article et ce qu'on voit très bien dans le film. Parce que Ken Loach montre un peu ce qui s'y passe. Donc, pour obtenir cette allocation chômage, on demande donc à ces gens de remplir des formulaires qui vont de 50 à 100 pages. Alors, ça c'est... et qui vont dans un détail absolument incroyable et totalement intrusif. Et donc, pour obtenir le montant de leur allocation, elle est calculée avec ce type de questionnaire. Donc, il regarde, je cite, il regarde où vous vivez, avec qui, si vous avez des enfants, il décide de ce dont vous avez besoin. Parfois, ce qu'il vous donne ne suffit même pas pour la nourriture, pour les tickets de bus, pour vous rendre à une de leurs convocations ou à un entretien d'embauche. Voilà. Ça, c'est un texte qui a été un des textes de l'enquête donc du monde diplomatique, mais on voit très très bien la démonstration, c'est extrêmement bien fait, avec beaucoup de retenue comme le savent le faire les Anglais, dans le film de Ken Loach. C'est franchement épouvantable. Donc, tout ceci, rappelons-nous, le début de cette histoire, ce que je raconte sur ces intelligents outre-Manche, c'est toujours à partir de cette idée, qui pourrait être une idée formidable, c'est-à-dire les gens les plus libéraux ou ultra-libéraux avaient repris cette idée sur des humanistes plus anciens, sur Utopia, etc., de donner une sorte de salaire universel ou de base à tout le monde, et c'est une idée totalement ultralibérale. C'est-à-dire que l'idée consiste à faire payer par l'État, à demander à l'État de donner des subsides, de donner un peu d'argent pour que les gens ne soient pas dans la misère, que les gens soient obligés de consommer. Donc c'est l'État qui paye. L'État, ce sont des impôts, c'est déduit de toutes les infrastructures et donc des services publics, c'est-à-dire que cette allocation coûte relativement cher donc à l'État, donc les services publics descendent. Et donc les libéraux ont très bien compris l'affaire, c'est-à-dire que l'État doit subvenir pour que les gens ne soient pas totalement dans le caniveau. Donc on donne un peu d'argent, et pendant ce temps-là,
le show go on, c'est-à-dire qu'on continue à vendre, et ce sont des entreprises donc, qui font énormément d'argent, parce que quand on entend cette histoire de 270 grands magasins, grands centres comme ça, où les gens viennent user le peu d'argent qu'ils ont et ils sont totalement spoliés, ça profite donc à ces libéraux qui ont les moyens et qui mettent en place donc tous ces systèmes de grands magasins. Je rappelle que ça a été mis donc en place très progressivement en 2013, ce système-là, en Angleterre. Nous sommes en 2019, tout à fait début 2019. Donc on va dire ça fait 5 ans. En 5 ans, ils ont réussi quand même à mettre au point, pour une seule des chaînes, 270 antennes, magasins. Ce qui prouve que c'est un business qui fonctionne très très bien. Donc on voit très bien que c'est un business. Donc take care, faisons très très attention, regardons cette expérience. Alors là, tu prends l'exemple d'un Anglais qui travaille 16 heures par semaine pour une association, c'est intéressant ça. Voilà, alors un Anglais qui travaille aujourd'hui 16 heures par semaine pour une association, donc doit prouver qu'il cherche activement un plein temps pendant les 18 autres heures. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, sauf que 18 et 16, ça fait pas 38, ça fait 34. Et il doit aussi 34 heures par semaine au Job Centre. Et d'ailleurs, dans le film de Kate Loach, je me souviens très bien, effectivement, ça s'appelle le Job Centre. Donc, c'est-à-dire que tous les faits et gestes des gens qui cherchent du travail ou des gens qui touchent une allocation chômage, pour ceux qui le touchent encore, ou ceux qui touchent ce Crédit Universel, qui a repris toute une série d'allocations, sont complètement fliqués. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces contrats à 0 heure ont été introduits par l'entreprise McDonald's dans les années 80. Les contrats 0 heure se sont généralisés après la crise de 2008. C'est-à-dire que tout va mal, donc curieusement, on arrive à généraliser pour l'ensemble d'une population, c'est-à-dire qu'on a paupérisé entièrement une population, on l'a complètement tétanisée par les produits de première nécessité, à de savoir comment je vais survivre, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on vote, comment est-ce qu'on a le temps de militer, comment est-ce qu'on a le temps d'être debout sur ses deux jambes pour se battre. On n'a plus le temps, on est cuit, on est totalement cuit. La misère des uns fait le bonheur des autres, c'est un peu ça. Voilà, non mais c'est absolument épouvantable. Alors donc ces fameux contrats zéro, alors écoutez bien, sans définition légale, ils se sont étendus à tous les secteurs d'activité et sont de fait reconnus par l'État depuis 2014. Formidable. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises privées qui avaient proposé une sorte de dumping comme ça. Ils ont mis ça au point, donc ils avaient mis ça au point à partir de 80. Ça s'est généralisé en 2008 et en 2014, c'est reconnu par l'État. Donc en fait, l'État a reconnu une sorte de servage, ça s'appelle du servage quand même. Rappelons-nous que si on vous téléphone, si vous avez encore le téléphone, ou si on vous dit on a besoin de vous à 30 km, vous devez y aller pendant 4 heures, puis le lendemain matin, ça sera à 7 heures du matin, vous avez des enfants, est-ce que vous imaginez les gens comme dirait Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? C'est la pire des horreurs, et c'est pas une fiction, hein. C'est pas une fiction comme avait écrit George Orwell. À propos de George Orwell, je voulais vous dire, George Orwell avait publié en 1936, puisque cette expérience avait déjà eu lieu en Angleterre, cette fameuse expérience du Crédit Universel, avait écrit un livre qui n'est pas traduit en français, mais qui avait eu un très grand succès, et qui s'appelle Le quai de Wigan. Wigan, c'est une petite localité ouvrière dans le Lancashire, et il avait fait donc une nouvelle là-dessus, il avait déjà montré tout ceci. Alors je continue avec cette histoire donc de fameux contrat 0 heure. Donc c'est un contrat sans garantie horaire, l'employeur vous fait travailler à sa guise, autant d'heures qu'il juge nécessaire, ça peut être 50 heures cette semaine et 0 la suivante. Vous êtes prévenu au dernier moment et vous n'avez rien à dire. En général, donc l'embauche se fait par l'intermédiaire d'une agence de placement, ce qui fragilise encore plus ce salarié. Donc il y a des agences de placement, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est-à-dire comme c'était des gens qui vendaient les esclaves sur les quais lorsqu'ils revenaient avec les bateaux, comme on pouvait trouver ça dans nos très jolis ports de Bordeaux. Ou dans le commerce triangulaire. Le commerce
le commerce et la traite noire. Alors les contrats zéro rendent la vie incertaine, impossible de prévoir quoi qu'il se soit, y compris les loisirs avec les enfants, impossible de planifier la moindre dépense. C'est donc c'est maintenir les gens dans une misère, ça je l'ai dit, mais surtout dans une telle dépendance, c'est une totale dépendance. Les gens ne peuvent plus rien faire. Alors, les médecins anglais ont pu évidemment signaler, à leur grande dame, que l'impact de l'austérité et des coupes budgétaires sur les personnes les plus fragiles, et là on parle de ces, est très très grave. De plus en plus de personnes développent des diabètes. Alors, les pauvres déjà, ils sont tenus par l'obésité, et évidemment, bon, obésité et diabète, c'est souvent, il y a un lien, mais là, c'est développe des diabètes. Donc, c'est-à-dire que c'est absolument épouvantable. Alors, ils précisent toujours, ces médecins anglais, nous combattons avec des médicaments hors de prix, alors que la maladie est due à l'obésité, elle-même due à la pauvreté. C'est absurde. Certes, la pauvreté extrême qui existait du temps d'Orwell a reculé. Alors, ils font référence à ce fameux ouvrage. Les gens ne meurent plus de faim, mais les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus désespérés, ajoute-t-il, ces médecins anglais. Et ils en tirent la conclusion, très tristement, nous avons fait du désespoir un mode de vie. Voilà, donc... Ça fait froid dans le dos tout ça. Oui, ça fait froid dans le dos. Alors je sais bien que c'est pas à l'ordre du jour, mais gardons ça en mémoire, ça peut servir. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas ce que M. Macron va nous... Moi j'ai comme une espèce de grande crainte, je vais vous le dire. Je me dis que M. Macron qui veut nous faire un RIC absolument dans lequel il pourrait essayer de coincer la France entière, si jamais il nous proposait un RIC, un référendum d'initiative qui serait plus citoyenne, mais d'initiative macronienne. Un RIM. Un RIM. Ça rime à quoi? Il pourrait nous proposer un RIM, M. Macron. Si c'est jamais conseillé parce qu'il a des gens absolument infects autour de lui, conseiller sur un sujet comme celui-ci qui pourrait paraître être comme une mesure qui pourrait être totalement sociale et qui pourrait résoudre soi-disant le problème avec la demande, la crainte et la sorte de désobéissance un peu des gilets jaunes, soutenus par la grande majorité des Français. Il ne faudrait pas qu'ils proposent ça, parce que les Français, non documentés, pensant que c'est une bonne idée, pourraient se laisser prendre sur un type revenu universel ou revenu de base. En tout cas... Une mesure sociale totalement déguisée enfin, une mesure totalement libérale déguisée en mesure sociale. Mesure libérale, absolument pas sociale, et qui pourrait plonger les gens pauvres actuellement dans la misère. Donc, take care, regardons ça de près. Je coupe. Me fait signe, je passe à autre chose. Alors, on va parler de la loi anti-casseurs et notamment au travers d'un article très intéressant paru dans Le Monde cette semaine de François Sureau. De François Sureau, absolument. Avocat, écrivain, qui est un proche de M. Macron, qui le connaît très très bien, qui a tué à toi et qui l'a aidé d'ailleurs dans la Constitution d'En Marche. Mais ce monsieur, donc, est avocat, n'est pas du tout d'accord avec cette fameuse loi anti-casseurs. Il dit c'est le citoyen qu'on intimide, pas le délinquant. Alors, je vais prendre des morceaux comme ça de cette interview qui est vraiment intéressante. En plus, parfois, elle est extrêmement bien écrite parce que cet homme est aussi un écrivain. Donc, c'est plutôt joliment dit, même si ce sont des horreurs. Et ce que l'on fera avec Jocelyn, on mettra sans doute cette interview au complet sur notre site FI15 Paris. On vous mettra à nouveau toutes les coordonnées en fin de cette petite vidéo. Vraiment, je vous recommande de la lire. C'est pas très très long et franchement, ça vaut son pesant d'or. Pas simplement parce que c'est un proche de Macron, parce que ce que dit cet homme est tout à fait le bienvenu et au coin du bon sens. Et en plus, il a un regard historique sur cette affaire-là. Il connaît bien, c'est un avocat. Et il dit qu'on va vraiment vers des choses qui sont absolument épouvantables. Il conclut, je vais vous dire juste déjà sa conclusion. Il dit, on lui demande si l'intervieweuse, Solène de Royer, lui dit « Mais est-ce que vous êtes proche du président ? Donc vous avez dû lui faire part, lui parler de ce texte. » Alors il lui dit « Oui, bien sûr. » Il dit, et il répond, je vous lis, « Je lui ai donné mon avis lorsqu'il me l'a demandé. J'espère qu'usant de sa prérogative, il saisira le Conseil constitutionnel de ce texte une fois voté. »
nous sommes, me semble-t-il, là, à un tournant en matière de liberté, peut-être plus encore qu'au moment des lois de sortie de l'état d'urgence. Donc cet homme dit deux choses dans cette conclusion. Il dit, bon, c'est une horreur, on dira deux, trois choses pourquoi c'est une horreur. Il en parle à Macron. Il rappelle que si le président Macron veut donc saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte, il est tout à fait en possibilité de le faire. Après tout, le gouvernement va vers ça, il y a une opposition. Un président bien intentionné peut se ressaisir, à moins qu'il soit à la manœuvre de tout ceci. Donc il a la possibilité. La Constitution lui propose de revoir ça. Et cet homme ajoute même que, comme vous le savez, vous vous souvenez peut-être, que dans les lois d'exception, dans les lois de sécurité, qui devaient donc rester que quelque temps en fonction, des lois qui avaient été sous Valls et M. Hollande, qui avaient été émises sous Valls et M. Hollande, ça ne devait durer qu'un temps. Donc ça a fini par durer qu'un temps, mais l'essentiel de ces lois-là ont été remises au début du quinquennat de M. Macron dans la loi ordinaire. Donc de toute façon, déjà, il y a sur les lois des libertés de pouvoir manifester, de pouvoir se prononcer, c'est-à-dire que maintenant, vous avez bien vu que s'il y a une pancarte dans une manifestation où il y a marqué « démission Macron », c'est comme si c'était une atteinte, c'est comme si ça relevait d'une infraction. Pour l'instant, on a échappé à la notion du sacrilège. Sacrilège et d'ordre religieux, heureusement, mais on ne sait jamais. Donc ce monsieur, qui est un proche de notre vénéré président, est en train de dire, mais c'est une dérive. Ils vont beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Je vais vous lire un autre extrait qui m'a particulièrement frappé. Donc cette loi, juste pour résumer, en gros, c'est l'idée que le fait de manifester, le fait d'empêcher des gens de manifester, le mettre des gens sous, comment appelle-t-on ça, pas sous surveillance, mais à résidence chez eux, les empêcher d'aller manifester, c'est simplement sur des présomptions d'un préfet. Des idées, une intention de pouvoir peut-être nuire. Donc c'est sur cette notion-là, ces ressources-là évidemment seront... Le préfet, il ne peut pas connaître les gens, donc il va les retrouver par ses services de police. Et le préfet, il fait ce que lui demande le gouvernement, et le gouvernement, ce que demande le président. Donc c'est une loi qui occulte totalement la justice, et qui est une loi qui est purement judiciaire. C'est-à-dire que ça permet de façon totalement judiciaire, qui dépend de l'État même, de la tête de l'État, passant par le gouvernement, par les bras armés des préfets, qui les préfets sont renseignés par la police, donc de décider un tel ou un tel pourra aller donc défiler, pourra aller manifester. Tout ceci, évidemment, comme se tue à le dire l'opposition et la France insoumise, évidemment, ça s'adresse aux gens qui seraient un peu des leaders. On parle des gilets jaunes, mais ce n'est pas simplement que pour les gilets jaunes. C'est aussi des gens qui sont, par exemple, des responsables politiques. De l'opposition, des gens qui sont des responsables syndicalistes de l'opposition, qui pourraient être interdits sans aucune autre forme de jugement sur une simple présomption qui émanerait simplement que d'un pouvoir judiciaire de pouvoir manifester. Donc c'est une loi liberticide et c'est une loi scélérate. Une loi comme ça tue totale démocratie. Je rappelle que la démocratie, c'est deux choses, c'est la liberté d'expression et c'est la liberté de la presse. Hors de ça, il n'y a plus du tout de démocratie. Déjà, la démocratie est faible, mais si en plus on supprime ça, c'est cuit. Donc, alors je vais vous lire une autre chose, et puis après on arrête. Vous pourrez donc lire là l'ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À la question, il y a une question tout à fait intéressante. Vous avez peut-être vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir. Il y a quelqu'un qui s'appelle, à l'Assemblée nationale, donc qui s'appelle Monsieur Charles Amédée de Courson. Vieille famille noble française. Ce monsieur n'est pas du tout un gauchiste et il s'est opposé à cette loi en invoquant le souvenir de ses aïeux résistants. Son père avait été un résistant, avait été le seul député qui n'avait pas signé ce qu'avait demandé le maréchal Pétain au moment de l'armistice. Donc c'était une vraie résistance. Et il a dénoncé, en cela, un texte digne du régime de Vichy. Mais où sommes-nous, mes chers collègues?
Mais c'est la dérive complète. Ah, on se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Alors, il faut absolument voter les amendements de suppression. Et l'amendement du gouvernement, j'en dirai un petit mot. Non, c'est pas du violon, chère madame. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie. Monsieur Sureau fait un commentaire. Il dit... J'ai eu un serrement de cœur, je l'avoue, lorsque j'ai vu 50 nains de jardin ricaner en entendant monsieur de Courson les mettre en garde. Il parle donc il parle de députés de la France En Marche, qui ont sifflé monsieur de Courson lorsqu'il a dit ça. Je continue. Monsieur Sureau dit « Un abîme se creusait entre deux mondes, non pas l'ancien opposé au nouveau, comme on tente de nous le faire croire depuis le début, le nouveau monde serait nos amis intelligents, mais celui de la conscience opposé à celui de l'inconscience. J'espère au moins qu'on avait promis des places aux siffleurs, sans cela ce serait trop triste. » Il parle toujours donc de ces siffleurs, de ces ricaneurs. Un moment fugitif, il ajoute donc, un moment fugitif dans cette assemblée de sus-pieds, pour pas dire des lèche-culs, c'est une vieille expression française assez jolie. La liberté a pris le visage de ce vieil enfant têtu qui parlait d'honneur, et là il parle de monsieur de Courson, qui n'est pas tout jeune, un visage venu d'un autre temps, d'une autre France peut-être. Alors là on peut entendre quelque chose qui est un discours un peu conservateur, mais c'est du bon conservatisme puisque c'est se battre contre des lois liberticides. Au diable ceux qui y verront, je continue la dernière phrase de monsieur Sureau, au diable ceux qui y verront de la littérature, il leur reste du chemin à faire pour aimer la liberté. Voilà. Donc ça dit deux choses. Pourquoi je reprends avec beaucoup d'application ce texte? C'est parce que plusieurs choses. Ce monsieur donc est avocat, donc il sait de quoi il parle pour défendre les lois et la liberté de la presse et la liberté d'expression. Il est romancier, c'est classique semble-t-il. Il est proche et il a aidé monsieur Macron. Là il s'insurge et il dit des choses tout à fait violentes et fortes sur un ton un peu vieille France, un peu classique, mais pourquoi pas? Parce qu'il dit la vérité, il dit une vérité, donc on peut chacun et les autres les exprimer tel que l'on veut, on n'est pas obligé de... Enfin, on peut le dire tel qu'on le veut, tel qu'on le sent. Et surtout, cet homme dit qu'il a mis en garde je ne sais pas si c'est son ami, mais en tout cas, quelqu'un dont il est proche, c'est-à-dire le président de la République, et il rappelle donc qu'il peut intervenir et qu'il n'est pas obligé de laisser faire cette infamie. Alors, c'est quand même très intéressant, alors en plus c'est dans Le Monde, bon, c'est bien. Ils ont ce courage-là, c'est parfait, très bien Le Monde. Qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et je trouve cet homme extrêmement courageux et l'article, j'insiste encore, vaut le coup d'être lu. Je vous y encourage tous. On va le mettre en ligne sur le site de toute façon. D'accord. On va vous indiquer le lien en description. Merci Patrick. Tu ne parles pas des pouces? Bah si, si, j'allais le dire. Ah pardon. Il faut s'abonner. Oui. Petit pouce bleu pour nous encourager. Alors abonnez-vous effectivement, et puis surtout n'hésitez pas à nous renvoyer un mot, un commentaire, même s'il peut être déplaisant, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, enfin déplaisant ou critique, ou un peu nous titillant, pourquoi pas, c'est parfait, on est tout à fait d'accord pour en parler. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on peut aussi rappeler que notre émission sur le populisme est en ligne depuis une semaine. Oui, avec un très beau travail de préparation qu'a fait Alexis sur ce sujet. Et je suis assez content parce qu'à la manif du 5, là, certains insoumis
m'ont dit combien ils avaient apprécié le travail d'Alexis et qu'ils avaient enfin compris quel était ce concept de populisme de gauche grâce à son travail. Voilà, donc on vous encourage, comme vous l'avez bien entendu, à y aller, à écouter, à regarder, puis à revenir vers nous. Merci Patrick. Salut.